allons-nous tous être malades? Si l'évolution climatique que nous avons enclenchée devait aboutir à l'appauvrissement des écosystèmes, à la disparition des ressources naturelles, sols cultivables, ressources halieutiques, etc., à des désertifications, à une division par 3 de la production agricole, à une recrudescence des phénomènes extrêmes, à des migrations voire à des guerres, il est évident qu'il y aurait des répercussions sur la santé et que l'espérance de vie baisserait. Le propos ici ne sera donc pas de spéculer sur les effets dominos possibles, car la quantification des effets sanitaires indirects du changement climatique est un exercice qui restera longtemps, voire pour toujours, hautement spéculatif. En effet, la seule bonne manière de quantifier les effets sanitaires induits par une modification non directement toxique ou mortelle à court terme est de faire ce qu'on appelle une étude épidémiologique. Qu'est-ce qu'une étude épidémiologique ? Une étude épidémiologique est une étude statistique menée sur un grand nombre de personnes qui vise à savoir s'il existe un effet discernable à moyen terme pour une cause donnée qui n'a pas d'effet immédiat, et si oui, de l'estimer. Il en existe par exemple pour la pollution automobile, le tabac ou encore l'exposition à telle ou telle substance supposée toxique, dont les radiations ionisantes qui ne sont qu'un cas particulier du cas général mentionné ici. Ces études sont les seuls moyens à la disposition de la médecine lorsque l'effet n'est pas certain. Elles portent généralement sur un très grand nombre, quelques milliers au moins, de gens qui ont été exposés à un agent nuisible, à la longue, pour comparer leur évolution avec celle d'un groupe témoin non exposé, mais similaire pour toutes les autres caractéristiques, âge, sexe, profession, habitude de vie, au groupe exposé. En ce qui concerne le changement climatique, on va donc chercher à estimer si une population exposée à ce changement développe des maladies de manière différente d'une population non exposée. Cela pose bien sûr de redoutables problèmes de méthode, parce que de trouver deux groupes très nombreux à la composition identique, au niveau de vie identique, aux habitudes identiques, etc., et dont les conditions climatiques étaient les mêmes au départ puis évoluent différemment, n'est pas facile. Il y a donc quelques cas dans lesquels les corrélations sont faciles à mettre en évidence, mais attribuer des morts au changement climatique ne sera jamais un exercice facile, du moins tant que la modification de l'environnement n'est pas encore très importante. Il est donc facile de comprendre que pour bien des évolutions observées jusqu'à maintenant, faute de savoir précisément ce qui se serait passé en l'absence de changement climatique, nous resterons réduits à des suppositions. Cela n'empêche pas toutefois de proposer déjà quelques conclusions en matière de lien entre changement climatique et santé. Une augmentation de la température peut favoriser l'activité d'un microbe, virus ou bactérie, comme cela est mis en évidence sur le graphique ci-dessous. Nombre de cas mensuels de salmonellose en Nouvelle-Zélande en fonction de la température pour la période de 1965 à 2000. L'évolution de la moyenne en fonction de la température est très lente. De nombreuses infections gastro-entériques ou diarrhéiques connaissent des corrélations similaires. Plus généralement, il existe des corrélations entre la prévalence de certaines maladies et les conditions climatiques. Et donc, la modification de ces dernières peut favoriser la propagation de maladies connues ou de nouvelles qui apparaîtraient. Sur ce graphique, on voit les excès de mortalité dus à la grippe selon l'état de l'oscillation El Niño. Sur ce graphique, on voit la prévalence du choléra selon la température de la surface de l'océan équatorial Est. On note une assez forte corrélation entre les deux. Lorsque le Pacifique équatorial Est se réchauffe, dans les conditions El Niño, la prévalence du choléra peut être multipliée par 5. Aux moyennes latitudes, une augmentation de la température peut modifier la répartition de la mortalité au cours des saisons. Actuellement, on meurt plutôt en hiver, en particulier à cause de la grippe, avec le second pic d'été, particulièrement saillant durant les périodes caniculaires. Sur ce graphique, on voit les évolutions des délais mensuels pour les années de 1997 à 2003. 2004 est partiel. On note que cette valeur oscille entre 40 000 et 60 000, avec un pic nettement marqué l'hiver, correspondant au maximum de la prévalence de la grippe. On note également le pic occasionné par la canicule de l'été 2003. En France, un réchauffement global, qui augmentera probablement le nombre et l'intensité des épisodes caniculaires aux moyennes latitudes, provoquerait un renforcement du maximum estival et probablement une légère augmentation de la mortalité totale. Les décès supplémentaires en période de canicule sont souvent compensés par un déficit de décès dans les mois qui suivent, de telle sorte que le total annuel ne change pas tant que ça. Cela s'est par exemple constaté en 2003-2004 en France. Voici les décès mensuels
pour l'année 2004-2003 et la moyenne des 7 années précédentes. On note que le surplus de 15 000 décès enregistrés en août 2003 est suivi par un déficit de 14 000 décès en janvier à juin 2004. Cela accrédite l'idée que les personnes qui sont mortes pendant l'été 2003 seraient pour l'essentiel probablement mortes pas longtemps après de toute façon. Les profils des personnes décédées pour plus de 75 ans pour l'essentiel des décès et leur fragilité sanitaire, les personnes décédées présentaient une consommation médicale moyenne double de la normale selon les statistiques de la CNAM, concourent aussi à étayer cette hypothèse. Un réchauffement climatique étendra probablement des zones propices à la propagation des maladies dites à vecteurs. Ce terme désigne les pathologies pour lesquelles l'agent pathogène, un microbe, un parasite, est transporté par un vecteur, c'est-à-dire un animal, en général de petite taille, qui est susceptible de contaminer l'homme, souvent par le biais de morsures ou de piqûres, un moustique ou une mouche par exemple, mais aussi des poux, des tiques, etc., etc. Une élévation de la température favorise, dans certaines limites bien sûr, la vitesse de maturation et donc le potentiel épidémique du paludisme, aussi connu sous le nom de malaria, qui tue déjà plusieurs millions de personnes tous les ans. Voir le schéma ci-dessous. Voici le potentiel épidémique du paludisme en fonction de la température. Mais si nous en tenons aux seuls moustiques, ils sont aussi des vecteurs d'autres maladies comme le dengue, la fièvre jaune, la fièvre des vallées du Rift, dont les conséquences possibles sur les populations nouvellement concernées, et donc n'ayant pas l'occasion de s'immuniser partiellement, pourraient être très importantes. Enfin, il n'y a pas que les moustiques qui puissent véhiculer des maladies. Les mouches le peuvent aussi. Parfois, la maladie du sommeil, les puces, qui sont un vecteur connu de la peste, lesquelles n'ont pas disparu dans le monde. Donc, si le réchauffement climatique engendre de manière évidente une augmentation des phénomènes extrêmes, il y aura bien sûr des morts causées par ces phénomènes. Rappelons que dans le cas de phénomènes qui incluent des précipitations intenses, ouragans, raz-de-marée, moussons diluviennes, c'est souvent l'eau plus que la force du vent qui tue, soit directement, noyades, glissements de terrain, soit en favorisant les épidémies diverses après les inondations. Il est également possible, les études démarrent tout juste, que l'augmentation de la température globale, en chauffant le vaste bouillon de culture que représente notre planète, favorise les mutations plus rapides des micro-organismes et partant augmente la probabilité de voir apparaître des virus ou des microbes nouveaux pathogènes. Il convient enfin de noter que, comme tout risque lié au changement climatique, il faut à la fois regarder la manière dont le monde qui nous entoure peut changer, mais aussi comment s'améliorer au moyen de réponses. Ou, au contraire, quelles sont les évolutions simultanées qui peuvent affaiblir les caractéristiques de résistance. De ce dernier point de vue, les concentrations urbaines croissantes qui favorisent les contaminations en série et le développement massif du transport aérien qui favorise les déplacements rapides d'un continent à l'autre des éventuels micro-organismes pathogènes nous rend probablement plus vulnérables à l'apparition de nouvelles sources pathogènes. Sur le long terme, le gros point d'interrogation de notre approvisionnement énergétique, comme le pétrole par exemple, est aussi d'une importance cruciale pour évaluer les conséquences du changement climatique sur la santé. L'énergie abondante permet de transporter la nourriture partout, évitant ainsi les famines, là où la nourriture ne pousse plus, d'augmenter les rendements agricoles avec les engrais et la mécanisation, de pallier à la conséquence du froid avec le chauffage, des vagues de chaleur avec l'air conditionné, de faire tourner les hôpitaux, et encore bien d'autres choses. Selon que nous considérons que nous aurons toujours de l'énergie abondante dans un siècle, ou que nous aurons beaucoup moins d'énergie par personne, ou plus exactement beaucoup moins de services énergétiques, les conclusions sur les relations entre le changement climatique et la santé ne seront assurément pas les mêmes.